Aujourd'hui, nous retrouvons Samantha Allen Bansillon, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Elle a été soliste au New York City Ballet et au Ballet de Monte-Carlo. Elle est aujourd'hui directrice et professeure du Geneva Dance Center, que personnellement, moi, je connais bien, puisque je suis issue du Geneva Dance Center. Et oui, c'est vraiment grâce à cette école, ça je dois le dire, que j'ai pu aussi devenir danseuse professionnelle dans de très belles compagnies. Donc merci, ça me tient particulièrement à cœur. Et aujourd'hui, donc avec Samantha, on va pouvoir découvrir son parcours en profondeur et bénéficier de ses conseils. Donc bonjour Samantha. Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, donc est-ce que tu peux, bon, donc là j'ai dit rapidement ton parcours, mais très très rapidement, est-ce que tu peux peut-être nous, nous donner un peu plus de détails sur les étapes que tu as pu rencontrer, les opportunités pour pouvoir réussir à être soliste au New York City Ballet, c'est incroyable, au Ballet de Monte-Carlo. Donc je t'écoute, nous t'écoutons. Alors, moi, en ce moment, je suis directrice du Geneva Dance Center à Genève, qui était l'école de mes parents, que j'ai repris avec mon mari depuis 2009. Donc, j'ai fait toute mon école de danse au Geneva Dance Center en tant qu'élève. Et puis, à l'âge de 15 ans, j'ai eu la chance d'être demandée par le Ballet du Nord, qui était à l'époque dirigé par Alfonso Cata, qui a demandé des élèves de l'école de danse pour faire des rôles de filles en plus dans un ballet de Georges Balanchine qui s'appelle Sérénade. C'est un ballet qui a un corps de ballet bien précis, mais à certains moments du ballet, il y a des filles en plus, et la compagnie avait beaucoup de blessés à cette époque, il manquait des filles. Donc, j'ai eu la chance d'aller là-bas pour apprendre ce ballet et faire quelques petites entrées dans le ballet. Puis au fur et à mesure du temps, il y a eu d'autres blessés. Moi, j'ai adoré travailler ce ballet, donc j'ai appris tout ce que je pouvais apprendre et j'ai fini le jour du spectacle par danser tout le ballet, plus encore une petite partie, parce qu'au fur et à mesure, il y avait des gens à remplacer et puis que moi, j'étais là pour apprendre. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à danser pas mal de places dans ce ballet Sérénade. De là, Alfonso Cata m'a proposé de m'envoyer au stage de l'école du New York City Ballet, School of American Ballet. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore d'audition par vidéo. Il fallait se présenter à une audition. Donc, moi, je ne pouvais pas aller à New York juste pour passer une audition. Donc, il a écrit une lettre à l'école en disant qu'il me recommandait pour l'école et que s'il voulait bien m'accepter, il prenait la responsabilité que je pouvais venir faire le stage. Donc, c'est comme ça que je suis partie à l'école du New York City Ballet pour le stage d'été, qui dure 5 semaines. Au milieu du stage, j'ai été appelée par la directrice qui m'a proposé de venir pour l'année entière en étant boursière. Donc, je suis partie en septembre, le septembre d'après, en tant que boursière à l'école du New York City Ballet, au School of American Ballet, où j'ai passé un an. Et à la fin de l'année, j'ai gagné un prix pour qui s'appelle le MA Win Award, qui récompense le travail et les accomplissements de l'année. Et j'ai été prise dans la compagnie au New York City Ballet. J'ai passé 10 ans, 11 ans au New York City Ballet. J'ai été promue soliste. Et puis ensuite, j'ai eu besoin d'un autre challenge. J'avais envie de voir, de danser en Europe, de rentrer en Europe, de danser, de travailler avec d'autres chorégraphes. Et donc, je suis partie à Monaco. J'ai auditionné pour les ballets de Monte-Carlo et je suis rentrée au ballet de Monte-Carlo en tant que soliste en 2000. Et j'ai continué ma carrière à Monaco pendant 9 ans. Et puis ensuite, j'ai arrêté ma carrière parce que j'ai eu 2 enfants et, euh, et j'ai repris l'école de danse de mes parents avec mon mari, qui était également danseur à Monaco. Voilà. Magnifique carrière. Et du coup, donc, on a envie de savoir aussi quels ont été les plus gros obstacles pour toi durant toute cette carrière. On dirait que ça a été fluide, simple, limpide. Enfin, j'ai du mal à le croire aussi. Non, alors il y a toujours des obstacles. Ça fait partie aussi d'une carrière, mais
toutes les carrières. C'est aussi comme ça qu'on grandit et qu'on avance. On apprend beaucoup des obstacles, des fois presque plus que des réussites. Mais quand je regarde en arrière, j'ai que les bons côtés qui ressortent parce que on a quand même une chance incroyable de faire un métier qu'on choisit et qu'on aime. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours garder avec nous. Après, les obstacles, alors le premier obstacle, je dirais, c'était en fait quand je suis partie à New York, je suis française, pour travailler aux États-Unis, il faut un permis de travail. Donc pour rentrer dans la compagnie, c'est-à-dire que je pouvais être dans la compagnie tant que je n'étais pas payée. Mais la compagnie ne pouvait pas m'utiliser s'il ne pouvait pas me payer. Donc la compagnie a engagé un avocat qui s'est chargé de faire toutes les procédures administratives pour m'avoir d'abord un visa de travail. Donc ça a été relativement compliqué. Alors la façon dont on rentre dans le New York City Ballet, on rentre d'abord comme apprenti. En tant qu'apprenti, on apprend beaucoup de ballet et puis on est mis de temps en temps dans un ballet et plus on est distribué en tant que premier casse dans un ballet, c'est à ce moment-là où on nous donne le contrat. Moi, je suis arrivée en période de répétition et j'ai été mise dans beaucoup de ballets, mais plus les semaines avançaient vers l'ouverture de la saison et des spectacles, j'avais toujours pas mes papiers. Donc, ils m'enlevaient des ballets. Ils me disaient, on est désolé, on peut pas te mettre dans les ballets parce que tu as toujours pas ton visa, donc on peut pas te mettre sur scène. Donc, j'avais des places, des rôles dans les ballets. Chaque fois, on m'enlevait de la distribution. Jusqu'au 24 décembre, où j'ai eu un coup de téléphone de l'avocat de la compagnie qui du coup, m'a annoncé que ça y est, mon visa était arrivé. Partie vite au théâtre et je suis allée voir la répétitrice principale. Je lui ai dit, ça y est, j'ai mon contrat, j'ai mon visa. On était en pleine saison de casse-noisette et elle m'a dit, OK, qu'est-ce que tu sais? J'ai dit, ben, je sais. Alors, à cette époque, j'avais appris la neige, j'avais appris les Espagnols, j'avais appris les fleurs et j'avais appris les mirlitons. Donc, je lui ai dit ça. Elle me dit, bon, ben, tu danses ce soir alors. Voilà, ça a commencé comme ça. Donc, ça, c'était un gros challenge de devoir attendre mon visa. Mais c'est comme ça. Après, j'ai eu quelques blessures aussi. Il a fallu travailler dessus et travailler avec parfois. Voilà. D'accord. Et quand tu dis donc tu as eu quelques blessures, certainement de fatigue, non? Alors j'ai eu des petites, enfin, en tant que danseur, des fois on a un peu du mal à prendre soin de nous tout de suite. Alors c'est vrai on est très à New York, on avait la chance d'être très entouré par un groupe de physiothérapeutes qui était vraiment extraordinaire. On avait accès à vraiment des soins très, très bons. À Monaco, pareil, des très bons soins avec une équipe qui est toujours là avec la compagnie. C'est une grande chance. Euh, donc j'ai eu des petites blessures avec lesquelles j'ai dansé. Puis il y a eu une blessure qui a été plus compliquée où je me suis fracturé l'intérieur de l'os qui se trouve, ça s'appelle l'os du talus, qui est entre le talon et la descente du tibia et du péroné. Donc, il a fallu soigner ça, donc avec de la rééducation. C'est comme ça aussi que j'ai commencé beaucoup en rééducation à travailler avec le Pilates en parallèle. Et puis ensuite, quand j'ai repris les cours et puis les répétitions et ma carrière, j'ai continué à travailler avec des cours de Pilates aussi. Donc là, tu as pris conscience qu'en fait, un complément peut-être pour fortifier le corps était pas C'était, indispensable. ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai pris conscience, voilà, qu'il y avait beaucoup d'outils qui permettent de se renforcer, euh, qui sont parallèles à notre vie d'artiste et de danseur de tous les jours, mais qui sont extrêmement complémentaires et utiles euh, parce que les muscles travaillent différemment, qu'on prend une conscience du placement et
même une conscience, je dirais, des corrections qu'on entend en tant qu'élève et en tant que professionnel, parce qu'on on cherche toujours à se corriger, mais on prend conscience de ce que ça veut dire physiquement, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'après, quand j'étais sur la fin de ma carrière à Monaco, j'ai commencé une formation d'instructeur de pilates que j'ai intégrée ensuite dans l'école de danse que je dirige actuellement. Oui, parce qu'il Donc, y a 25 ans, 30 ans, on parlait pas vraiment de tout ça, quoique, est-ce qu'à New York, quand tu es arrivé, parce que je sais pas en quelle année tu y es arrivé, mais parti en 89. 89? Ouais. D'accord. Le Pilate était déjà bien développé puisque le Pilate est issu, enfin, Oui. Pilates travaillait avec le New York City Ballet pour développer justement toute sa technique avec les danseurs. Et est-ce que Alors, il ne travaillait pas avec la compagnie, mais beaucoup de danseurs ont travaillé avec Joseph Pilate. Ouais. Mais oui, ses studios étaient à New York. Alors, c'était déjà en place. Alors, je pense que alors moi particulièrement, mais j'ai un peu l'impression que c'est général, on prend conscience de tous ces outils plus tard. On est très focalisé sur les cours, les répétitions, les pointes, le travail, l'engagement qu'on met, l'énergie qu'on met, et on se rend moins compte de ce qui peut nous aider. Euh, je parle pour moi personnellement, j'avais même du mal à entendre que je pouvais faire d'autres choses qui m'amèneraient à bien danser. J'étais très concentrée sur la danse et tout ce qui était en parallèle, voilà, moi je l'ai découvert plus parce que je me suis blessée. Et puis c'est une fois que je me suis blessée que je me suis rendu compte que si je l'avais fait avant, j'aurais peut-être pas eu de blessure. Donc, euh, donc voilà, j'ai pris d'une façon un peu plus difficile, on va dire. Mais voilà, c'est important. Ouais, je pense que maintenant, il y a beaucoup plus d'ouverture et de conscience que beaucoup de choses peuvent aider un danseur dans sa carrière, dans son apprentissage, et que tout ce qui est relatif à l'entraînement de la musculature, ce n'est pas uniquement avec les cours, avec la danse. On peut faire beaucoup de que les abdominaux sont très importants, que les dorsaux, qu'on doit utiliser tous ces muscles et pas seulement les muscles les plus superficiels qu'on connaît. Il y a plein d'autres muscles qu'on peut découvrir et qui nous aident à ce que justement ces muscles superficiels soient plus effectifs. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai fait ma formation de pilates en partie en me dirigeant vraiment sur les danseurs. Après, c'est des cours que j'ai développés pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'est très intéressant pour les danseurs. Ouais. Et il n'y a pas que le pilate, il y a plein d'autres disciplines qui sont très utiles. Et de plus en plus. oui, parce qu'on utilise aussi de plus en plus, enfin, moi, personnellement, ce que je propose et ce que je préconise même aux professeurs, c'est aussi tout ce qui est le gainage. On en parlait tout à l'heure, mais que toutes les deux. C'est vrai que le gainage musculaire, voilà, toute la chaîne musculaire qui participe en même temps pour faire un exercice, enfin, c'est indispensable, je trouve, aussi aux danseurs. Et le Pilate, Bien lui, sûr, utilise aussi le gainage, hein. C'est une forme de gainage, de toute bien façon. sûr, bien sûr. Bien sûr, mais je pense que voilà, enfin, on est aussi dans une époque où il y a justement les sportifs aussi de haut niveau qui sont quand même largement plus médiatisés que les danseurs. C'est comme ça. Euh, mais eux commencent à en parler aussi, ce qui fait que la conscience générale est beaucoup plus ouverte sur le fait que bah, c'est pas parce qu'on est danseur qu'on ne fait que danser. On a toute une préparation physique qui est très complète. Donc voilà, moi j'ai utilisé ça alors plus sur la fin de ma carrière qu'au début. Mais je l'ai utilisé, oui, ça c'est sûr. Oui. Comme la plupart voilà, de notre génération, on l'a fait après et le faire en prévention. C'est vrai. Voilà, J'ai une c'est question vrai. aussi au niveau de la préparation mentale. Est-ce que toi, tu avais des rituels? Est-ce que tu as fait de la méditation, de la sophrologie?
Est-ce que tu as bénéficié de préparation mentale? Est-ce que tu t'es fait ta propre préparation mentale? Comment ça s'est passé? Alors, pardon. Euh, alors moi, ma préparation était plus physique. J'ai toujours eu, je suis quelqu'un de très énergique, de plutôt nerveux, donc j'ai eu beaucoup de mal à accrocher avec tout ce qui était calme. Euh, Moi, ma préparation, elle était, j'avais une sorte de rituel avant les spectacles. Euh, Avant un spectacle, je me préparais toujours de la même façon. C'est-à-dire que d'abord, j'arrivais dans ma loge, je me coiffais, je me maquillais, je mettais mon collant, uniquement mon collant, pas le costume. Mes affaires pour m'échauffer, un jogging, un pull, comme on aime bien dire, un peu déguisé. Et puis, je faisais une barre pour moi. Alors, suivant le ballet que je devais danser ou les répétitions que j'avais eues tout au long de la journée, je modifiais mon échauffement, ma barre par rapport à ce que j'avais besoin. Après ça, je mettais mes pointes. Et en dernier, mon costume. Et généralement, mes pointes, je cousais les rubans une fois que j'avais mis mes pointes pour pas que les rubans sortent. Donc, je cousais les rubans et je tapais, avant de mettre mes pointes, je les tapais contre un mur pour pas qu'elles fassent du bruit. Donc, en fait, c'était un petit rituel qui était plus un échauffement classique avant un spectacle, mais c'était un peu toujours dans le même ordre. C'était d'abord la coiffure, puis le maquillage, puis la barre, puis les chaussons, puis le costume. Voilà, donc ça, c'était mon petit rituel avant de faire un spectacle. Euh, mais voilà, puis tout au long de ma carrière, peu importe les ballets que j'ai dansés, j'ai toujours eu voilà, ce petit ordre de préparation. Quelque chose de rassurant. De toute façon, les rituels, c'est quelque chose de rassurant, de préparation mentale, oui, qui aide à se sentir dedans. Voilà, c'est une forme de concentration, de se mettre dans sa bulle, de se préparer voilà, à faire son spectacle. Mais ouais, ouais, très, très, très chouette. Et en même temps, pas du tout, j'avais pas du tout besoin de faire ça dans mon coin seul avec un écouteur. Et moi, je pouvais être au milieu des autres gens qui se chauffaient différemment, euh, ouais, voilà. Il y avait certains danseurs se mettaient dans un coin, dans un studio. Moi, généralement, je faisais mon échauffement sur scène ou dans les coulisses, quoi. Voilà. Au New York City Ballet, donc tu as commencé en tant que corps de ballet. Tu es pas rentrée soliste. Non, non, Non. non, non. À 16 ans, non. Comment ça se passe au sein du New York City Ballet? Je pense que ça peut intéresser les gens parce qu'on sait, par exemple, on compare un peu avec l'Opéra de Paris, même si pour moi, personnellement, New York City Ballet est encore plus performant. J'expliquerai plus tard pourquoi. Ouais, Euh, c'est pas la même chose. C'est pas c'est pas le même pareil. Non, fonctionnement. Non. non. Mais du coup, comment on monte jusqu'à être soliste, de corps de ballet à soliste? Est-ce qu'il y a des concours internes comme à l'Opéra de Paris ou... Non, pas du tout. Alors déjà au New York City Ballet, on a une chance inouïe d'avoir des saisons qui sont très grandes. Moi, quand j'y étais, ça a un petit peu changé, l'ordre des saisons a changé maintenant. Moi, quand j'étais là-bas, on avait une saison fixe qui commençait en novembre et qui finissait en février. Ça, c'est les spectacles, avec 8 spectacles par semaine. Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 2 le samedi, 2 le dimanche, lundi, jour de congé. Et puis une saison de printemps qui commençait en avril et qui finissait fin juin, avec aussi 8 spectacles par semaine. Après ça, on partait 3 semaines au nord de l'État de New York, à Saratoga, où on avait aussi 8 spectacles. Et puis ensuite, pendant le mois d'août, c'était des périodes de petites tournées ou de choses comme ça. Donc c'était quand même des grosses saisons avec beaucoup de spectacles, avec une soixantaine, des fois plus, de ballets différents dans la saison. Donc un énorme répertoire. Donc la façon dont on évolue dans une compagnie comme ça, il y a beaucoup de ballets. Donc déjà, on fait des répétitions, on est mis dans le corps de ballet. Euh, les spectacles sont regardés par les maîtres de ballet et par le directeur tous les soirs.
en fonction du travail, dans les cours, de notre personnalité. Ils essayent des rôles, donc tout à coup, il y a une liste de répétitions qui s'affiche et puis on voit notre nom pour tel ou tel rôle. Donc on apprend le rôle, puis ensuite, alors à New York, c'était un peu différent. À Monaco, on avait des répétiteurs pour chaque répétition euh, qui travaillaient très précisément avec nous. À New York, il y avait beaucoup de répétitions, surtout quand on commençait à avoir des rôles où on devait se débrouiller seul. On avait un pianiste et une salle mis à disposition, mais pas toujours un répétiteur. Donc des fois, on se mettait à plusieurs qui répétaient le même rôle pour s'entraider. Et puis ensuite, on faisait une répétition avec le directeur qui regardait un peu tous les jeunes qui apprenaient un nouveau rôle. Et puis ensuite, on était choisi ou pas. Alors après, moi, un jour, on avait une répétition qui se passait entre la matinée et la soirée parce qu'il y avait eu un accident, je ne sais plus la raison, mais bon, il y avait une répétition entre le spectacle du matin et le spectacle du soir. Et la répétitrice principale a dit une phrase qui m'est toujours restée. Elle a dit n'attendez pas d'avoir un rôle pour montrer de quoi vous êtes capable. Vous n'aurez un rôle que si vous êtes tellement voyant dans le corps de ballet qu'on se dit on ne peut pas la laisser dans le corps de ballet parce qu'on finit par regarder cette personne plus que celle qui est devant. C'est pas possible. Mais c'est pas juste en attendant que le rôle vienne à nous qu'on va en avoir un. Il faut, il faut montrer l'envie, montrer qu'on veut plus, montrer qu'on aime ça, voilà, pour moi, c'est toujours très important de garder cette notion du plaisir, de montrer que oui, c'est un métier difficile, je ne vais pas le cacher, oui, c'est difficile, il y a de la compétition, c'est difficile physiquement, c'est difficile mentalement, mais ça reste un métier qu'on a choisi, un métier qu'on aime, et ça, il faut le garder il faut le garder dans la tête et il faut le montrer. Il ne faut pas avoir peur de montrer qu'on a du plaisir d'être là. Oui, c'est difficile, mais bon, il y a beaucoup de choses difficiles. Donc pour moi, c'est très important de montrer le plaisir. C'est beaucoup de travail, c'est énormément de travail, mais il faut aimer ça, en fait. Donc voilà, comment on monte les échelons dans une compagnie comme ça qui n'a pas de concours interne, c'est en ayant des opportunités. Et puis peut-être qu'une fois, il y a une opportunité qui ne marche pas, il y en aura peut-être une autre. On ne peut pas être fait pour tous les rôles non plus. On n'a pas les mêmes... voilà, on a aussi des rôles qui sont très calqués à notre personnalité. Moi, j'ai eu un répertoire, j'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de plutôt énergique et nerveux. Quand je regarde mon répertoire, oui, j'ai eu des rôles qui étaient généralement très techniques, avec beaucoup de sauts, avec beaucoup de pirouettes, très rapides, très, très fatigants aussi, mais j'ai pas eu beaucoup d'adage, j'ai pas eu beaucoup voilà, mais probablement parce que c'était aussi ce que moi je transmettais comme énergie. Donc tous les rôles ne sont pas pour tout le monde. Je suis d'accord. Ouais, c'est sûr. Et c'est vrai que je t'ai vu danser puisque tu étais venue à l'école, moi, quand j'étais encore élève. Et je crois que tu avais dansé Ruby, Exact, oui. si je me souviens bien. C'était Ouais, j'avais magnifique dansé d'ailleurs. le pas de deux de Rubiz. Et alors, j'étais venue 2 fois. Je sais que j'ai fait un des pas de deux de Hookers aussi. Mais je ne sais pas si c'était la même année que Rubiz. Je pense pas. Mais oui, donc Rubiz Ouais. est un rôle assez dynamique. Ah oui, 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 oui. Et donc, oui, en fait, qu'est-ce qui t'a manqué dans ta formation? Je pense qu'on l'a un petit peu évoqué, mais qu'est-ce que tu aurais voulu bénéficier, en fait, à l'époque de ta formation que tu n'as pas eue, que peut-être aujourd'hui tu proposes dans ton école? C'est dur de répondre à ça parce que si je suis parfaitement honnête, je sais que enfant, je voulais juste faire du classique. Déjà, même quand
Nous, on avait des cours de contemporain, des cours de jazz, on avait même une époque des cours d'aérobic pour travailler notre souffle et notre cardio. Euh, et ben, fallait faire autre chose. Donc, je sais pas si j'étais en tant qu'adolescente prête à découvrir d'autres choses. Euh, Puis bon, c'est un système aussi qui est c'est compliqué aussi de proposer différentes notions et différents accompagnements avec suivant les structures. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus maintenant il y a énormément de compagnies qui ont des écoles nationales et eux ont cette structure qui offre la possibilité aux élèves d'avoir tout sur place, mais de pouvoir intégrer ça avec l'école. C'est sûr que quand on est une école de danse comme nous, une école de danse privée, où on a les enfants qui sortent de l'école et qui viennent après leurs études, on ne peut pas non plus les garder jusqu'à 23 heures parce qu'il faut leur rajouter une préparation physique et une préparation. Donc, c'est un. Je pense que voilà, les écoles de danse évoluent et les jeunes danseurs qui ont du talent partent plus tôt. Moi, j'estime que j'étais partie tôt, mais je pense que les jeunes partent de plus en plus tôt pour pouvoir rejoindre des structures qui ont voilà, une infrastructure qui leur offre la possibilité d'avoir justement. Alors oui, moi, je propose des cours de pilates dans mon école, mais j'ai des enfants qui vont à l'école toute la journée et qui le soir arrivent pour leur cours de danse et qu'après leur cours de danse, faut qu'ils rentrent. Donc c'est difficile d'allier les deux. Donc oui, probablement que c'est quelque chose, voilà, c'est des structures qui se mettent en place de plus en plus. Je sais pas, je peux pas dire que ça m'a manqué parce que c'était pas d'actualité là. Évidemment que oui, si ça avait été disponible, je pense que j'aurais voulu le faire, ouais. Mais, hum, mais ça dépend comment c'est présenté. C'est compliqué de dire il faut euh, aller faire d'autres cours, aller faire. Oui, évidemment, mais il faut aussi prendre en compte la structure dans laquelle les élèves sont et la possibilité de cette structure de leur offrir tout ça et sous quelle forme. Donc voilà, c'est difficile pour moi de dire que ça m'a manqué parce que je ne sais pas si j'étais prête à le recevoir à ce moment-là. Je pense qu'on le découvre plus tard, des fois, comme je disais tout à l'heure quand on était toutes les deux, des fois un peu trop tard. Mais c'est très important, ouais. Aujourd'hui, quel serait ton conseil principal à donner aux futures danseuses? Mon conseil principal, alors, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je dirais qu'il faut jamais oublier le plaisir et la passion qu'on a pour ce métier. Euh, D'accepter le fait que c'est difficile, mais il faut arriver à trouver euh, la difficulté n'est pas négative. Euh, une difficulté, elle devient très positive quand on arrive à la dépasser. Et puis quand on arrive à dépasser cette difficulté-là, il y en a probablement une autre, mais c'est cette envie de se dépasser, cette envie. Alors on dit toujours, oui, mais dans la danse, il y a beaucoup de compétition. Oui, dans les autres métiers aussi, pour moi. Euh, mais c'est une compétition avant tout qui est avec soi-même, c'est-à-dire aimer le dépassement de soi-même, euh, aimer le travail, aimer se pousser, aimer avoir envie de faire plus, avoir envie de se dépasser, mais et toujours garder dans l'esprit que ouais, c'est difficile, mais waouh, quand j'y arrive, ça fait du bien, quoi. Et que c'est pas négatif que la difficulté de ce métier, le fait que ça soit que ça demande énormément de travail et d'investissement, est quelque chose qui peut être très positif. Voilà. Donc je dirais, n'ayez pas peur du travail. Euh, voilà pour se dépasser,
pour être meilleur, c'est beaucoup de travail. Alors, pour moi, c'est un métier où il y a 80% de travail, il y a 10% de talent, il y a un peu de chance aussi parce qu'il faut plaire à quelqu'un au bon moment, au bon endroit. Mais oui, il y a beaucoup de travail et beaucoup de plaisir. Parce que voilà, bah, évidemment qu'il y a des moments très difficiles, mais vraiment, très sincèrement, quand je regarde en arrière, que ce soit à New York City Ballet ou au Ballet de Monte-Carlo, j'ai des souvenirs merveilleux. Voilà, pas plus tard que l'été dernier, on est allé avec mon mari voir nos collègues au Ballet de Monte-Carlo et c'était vraiment un super moment de retourner dans les studios, de revoir Jean-Christophe Maillot qui a été un directeur, qui est un directeur merveilleux et avec qui on a toujours des contacts. Et voilà, c'est très positif. Alors oui, c'est difficile, mais on a quand même beaucoup de chance de faire ce métier. Voilà, ça serait mon conseil. N'ayez pas peur du travail et gardez le plaisir tout le temps. Merci Samantha. Est-ce que vous avez des questions pour celles qui assistent? Vous pouvez écrire dans la discussion. Ils sont timides. Ouais, il n'y a pas de retour. Je pense que tout va bien. Il ne doit pas y avoir de questions. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Toi, Moi, finalement, oui, toi. non, je serais ravie de répondre à des questions s'il y en a. C'est difficile de rajouter Oui. quand on parle sans vraiment voir les interlocuteurs. C'est difficile de savoir comment les choses qu'on dit sont perçues. Donc, s'il y a des choses qui sont pas claires ou s'ils ont envie d'avoir des détails plus précis, c'est vrai qu'on pense pas forcément à parler de certaines choses des fois qui, pour nous, qui avons vécu la carrière, sont euh, normal, on va dire, mais ça reste un métier qui est quand même différent. C'est vrai que voilà, c'est des fois c'est pas toujours compréhensible pour tout le monde de savoir que ben voilà, un métier de danseur, c'est pas juste faire un spectacle le soir, c'est aller à la classe tous les matins, c'est répéter toute la journée, c'est ben, aller vite voir le physio pour remettre une côte qui est déplacée et puis ensuite vite recourir au théâtre pour faire sa répétition. Voilà, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation pour arriver à un moment ce qui se différencie énormément du sport, c'est que nous, quand on arrive au but, c'est-à-dire au spectacle, devant un public, l'effort ne doit pas être montré. Ça peut être un ballet difficile, un ballet facile, un ballet contemporain, un ballet classique, un ballet rapide, un ballet lent. Les spectateurs sont là et ils veulent voir un spectacle et ils veulent oublier le quotidien. Et, euh, et on fait partie de ces métiers qui, pour moi, on doit donner du rêve aux gens qui viennent nous regarder. Ils ne viennent pas nous regarder pour se demander pourquoi. Non, ils viennent voir un spectacle et avoir du plaisir. Donc, il faut leur donner du plaisir. Il y a Domi qui pose une question et qui dit, est-ce que le fait d'arrêter de danser ne crée-t-il pas un grand vide vu que c'est un métier passion? Alors, je pense que c'est une question vraiment propre à chaque danseur. Pour ma part, euh, j'ai j'ai arrêté de danser. Pour ma part, ça s'est très bien passé parce que j'ai choisi aussi le moment où j'ai arrêté de danser. J'étais au ballet de Monte-Carlo, j'ai eu mon premier enfant. Euh, je dansais toujours. J'ai repris les spectacles. Il est né en octobre. J'ai repris les spectacles en janvier. Euh, les Ballets de Monte-Carlo est une compagnie qui fait énormément de tournées. Donc avec un bébé, c'est compliqué. Donc il y avait beaucoup d'organisation.
Et puis, bon, ça s'est très bien passé. La compagnie nous a énormément aidés et je remercierai jamais assez Jean-Christophe Maillot pour toute l'aide qui nous a, qui a été toutes ces possibilités qu'on a eues avec les tournées, avec un enfant. Alors, des fois, c'était juste, je partais différemment. Enfin bref, voilà. Mais j'ai continué à danser après la naissance de mon fils pendant 3 ans. Et au moment où on a décidé avec mon mari d'avoir un deuxième enfant, je suis d'abord allée voir Jean-Christophe et je lui ai dit, on pense à avoir un deuxième enfant. Par contre, je ne reprendrai pas après le deuxième enfant parce que c'est trop. Donc, pour moi, j'ai pas eu cette sensation de vide parce que j'étais devenue maman et que c'est un rôle incroyable. Et, euh, et donc, ma transition a été, voilà, c'était très naturel. J'arrive, c'est un métier que j'ai fait avec énormément de passion, où j'ai vraiment tout donné à ce métier. Et là, je me suis retrouvée à un moment dans ma carrière où j'avais l'impression de manquer des choses avec mon enfant et en même temps d'être moins investie dans mon travail parce que en me disant mon Dieu, où est mon fils, oh là là la crèche, oh là là la nounou donc, pardon, donc donc l'arrêt de la carrière a été assez naturel et d'autant plus une fois qu'on a décidé d'avoir un deuxième enfant. Mais oui, ça peut créer des vides. Alors plus qu'un vide, je dirais que c'est un moment où on se retrouve à un moment que les jeunes vivent, je pense, à la fin de leur scolarité, où ils se disent, ouh là là, mais maintenant je vais faire quoi? Est-ce que je fais des études? Est-ce que je vais travailler? Est-ce que je pars à l'étranger? Voilà, ben nous, on n'a pas ce moment parce qu'on commence notre carrière très jeune, mais on l'a à un moment où on arrête de danser, à un âge qui est plus avancé, où on se dit, mon Dieu, mais en fait, j'ai fait que ça toute ma vie. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'estime avoir beaucoup de chance parce que j'avais quand même une reconversion qui était là. Euh, j'ai repris l'école de danse de mes parents, ça reste dans la même lignée. Après, je pense que c'est pas, voilà, j'aurais pu être bonne danseuse et pas aimer enseigner. Bah, il s'avère que si, moi j'ai toujours beaucoup aimé coacher déjà, même je le faisais déjà quand on répétait des rôles et des choses comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup transmettre tout ce que j'essaye de transmettre tout ce que j'ai appris petit à petit au long de ma carrière. Donc pour moi, j'ai pas eu ce sentiment de vide du tout. Par contre, je peux très bien concevoir que oui, certaines personnes, c'est dur de passer d'un métier passion. Euh, on reste des gens passionnés. Je pense qu'on trouve finalement quelque chose qui nous enrichit d'une façon différente, que ce soit dans la même lignée de métier ou un métier complètement différent. Mais je pense qu'on choisit des choses qui nous attirent parce qu'on a vécu de cette façon-là. Mais oui, probablement qu'il y a des passages difficiles. Oui. C'est sûr. Merci. Merci Samantha. En tout cas, j'ai Mais l'impression qu'il merci, n'y a pas d'autres questions. Donc, Domi remercie aussi pour cette réponse. avec plaisir. Mais je te remercie en tout cas pour d'être venu, vraiment, Mais avec grand plaisir. d'accepter de participer, d'avoir pris ton temps. Vraiment, merci pour ton intervention, pour tes conseils aussi, qui étaient très clairs, très complets. Et on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci encore, Samantha. Merci pour ta participation. Merci beaucoup. Merci à toi, Virginia. Merci beaucoup. Passez une bonne Une... soirée tout le monde. Merci. Une excellente soirée. Au revoir.